mais je vais vous montrer dans le détail quels outils j'utilise, combien ça me coûte, quel prompt j'utilise. Premièrement, on va regarder comment générer une cartographie de ces achats en quelques minutes, parce que ça coûte très peu cher à mettre en place. Les 24 heures, c'est le temps de mise en place de A à Z. Je suis un peu comme un enfant quand je le vois travailler parce que j'ai vraiment l'impression que c'est de la magie. Il arrive quand même à me sortir des petits fournisseurs de palettes autour de Bordeaux. Vous créez un chatbot pour vos acheteurs, donc pour votre équipe achat. Alors, sans plus tarder, je rentre dans le cœur du sujet. Première question qu'il faut se poser dans l'IA, c'est d'abord qu'est-ce que c'est? L'IA dans les achats. Alors, premier point, je vais le simplifier, mais en gros, c'est la capacité des machines à effectuer en fait des tâches qui normalement nécessitent l'intelligence d'un humain, et en l'occurrence ici, d'un acheteur. Donc, on va essayer d'optimiser en fait la connaissance d'un acheteur pour le rendre beaucoup plus efficace dans son travail. Du coup, l'IA apprend, elle apprend de manière générale par l'extérieur, donc tout ce qu'on a sur le marché, sur la donnée financière. Elle évolue en fonction des modèles que vous lui donnez. Donc, elle va évoluer différemment chez vous à titre personnel, dans votre entreprise, dans une autre entreprise et dans le monde entier. Elle va avoir ensuite des patterns en fait, qui lui sont propres et elle va donc s'adapter à vos données pour transformer votre manière de travailler. Et un point important, on va enlever entre guillemets ce débat, c'est que l'IA ne remplace pas l'acheteur, elle l'augmente. C'est-à-dire qu'à aucun moment, en tout cas à court terme, le travail de l'acheteur va être menacé. Par contre, l'acheteur va être bien plus efficace avec l'intelligence artificielle et je vais vous montrer des exemples concrets dans quelques minutes. Mais le but, c'est vraiment d'utiliser cette technologie au quotidien pour vous aider et non pas la craindre par rapport au futur que cela pourrait avoir. Et si c'est le cas, c'est que votre travail n'apporte pas suffisamment de valeur ajoutée, j'ai envie de dire. Et je pense que c'est pas le cas de la majorité des acheteurs. Donc voilà une définition simple. Je rentre un peu plus dans le détail sur les typologies d'IA. Il faut savoir qu'il y a plusieurs modèles d'intelligence artificielle. Je vous en donne quelques-uns. À nouveau, je ne rentre pas trop dans les détails. Mon but, c'est de vous donner du vocabulaire commun que vous allez retrouver sur pas mal de sites internet qui parlent d'IA. Alors, tout d'abord, intelligence artificielle, ce qu'on appelle IA, c'est des algorithmes qui présentent un comportement considéré comme intelligent. C'est-à-dire que quand vous êtes un être humain et que vous travaillez avec une IA, vous avez une réelle impression qu'un cerveau humain, quel que soit son âge, parfois on a l'impression que c'est un gamin de 5 ans qui répond, mais que c'est une vraie intelligence qui vous répond. Et c'est ce sentiment d'algorithme, en fait, qu'on appelle intelligence artificielle. On est très loin d'une intelligence humaine aujourd'hui. On y arrivera sans doute dans le futur. J'ai aucune idée du temps, mais on y arrivera sans doute à s'en rapprocher de plus en plus. Ensuite vient ce qu'on appelle le machine learning, c'est-à-dire que là, vous allez faire apprendre en fait à des algorithmes vos propres patterns, vos propres modèles. Donc l'algorithme va détecter des modèles et les utiliser pour faire de la prédiction et de la prise de décision. Et aujourd'hui, c'est la manière dont on a entraîné ChatGPT, Llama, Mistral et toutes les IA que l'on a, c'est qu'ils ont mis des mois et énormément de données à faire du machine learning qui permet en fait à l'algorithme de se dire j'ai tellement l'habitude d'avoir appris que 1 plus 1 est égal à 2, et maintenant, dès que vous me posez la question 1 plus 1, je sais que la réponse est 2. Et plus vous lui donnez d'informations sur l'étude de marché de telle catégorie d'achat dans tel pays doit te donner tel résultat, lui, il va pouvoir en fait trouver parmi les millions de modèles qu'il a, puisqu'on parle de millions, de milliards même de modèles sur les dernières IA, des milliards de modèles préexistants, il va trouver le modèle qui se rapproche le plus à votre question. Et ça, c'est donc ce qu'on appelle le machine learning. Ensuite, on a le traitement du langage naturel. C'est ce qui a, ces derniers mois, démocratisé l'intelligence artificielle. C'est le fameux ChatGPT. C'est cette capacité à discuter avec une IA de manière naturelle, en lui parlant ou bien en écrivant du texte. Et ça a révolutionné finalement la compréhension de l'intelligence artificielle pour le grand public, puisqu'auparavant, on avait déjà des IA. Ça fait longtemps que les IA existent. En tout cas, 10 à 20 ans, même si ces 10 dernières années, ça a beaucoup évolué. Moi-même, il y a plus de 5 ans, j'avais dépensé des sommes énormes pour l'époque, pour justement travailler sur de l'IA pour la cartographie achat.
Et ce n'était pas du tout intuitif. Il me fallait des ingénieurs spécialisés dedans, qui faisaient du code, qui créaient des modèles, qui entraînaient les modèles, etc. Donc moi, mis à part mettre de l'argent dedans, je ne comprenais rien. Je voyais juste le résultat, qui était correct. Pas aussi bien qu'aujourd'hui, bien entendu, mais tout à fait correct. Aujourd'hui, n'importe qui va pouvoir chatter avec ChatGPT, lui demander des tableaux, des graphiques, des reportings, etc. naturellement. Ce qui n'empêche pas que ça reste qu'un seul type d'IA. Et en fait, il y a énormément d'autres IA qui ne fonctionnent pas sur du langage naturel, mais qui sont tout aussi puissants, voire même beaucoup plus puissants. Et puis, j'ai mis également ce qu'on appelle le RPA, le Robotic Process Automation. Alors là, pour que ce soit clair, ce n'est pas du tout de l'IA, mais par contre, c'est totalement lié avec l'utilisation d'une IA. L'idée, en fait, c'est d'imiter des actions humaines afin de réduire les tâches simples et répétitives. Donc, c'est notamment ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Je vais coupler des intelligences artificielles avec, moi, un outil que j'utilise de RPA et qui permet, en fait, d'automatiser pas mal de choses. Donc, voilà pour ce slide. Je sais que c'est une introduction un peu longue, mais c'est important que vous compreniez au moins le vocabulaire récurrent dans ce domaine des IA. Et si vous n'avez pas compris, que vous avez des questions à nouveau, je vous invite à les poser dans le chat. Alors, voilà notre fameux processus source to pay que tout acheteur connaît normalement par cœur. Je le définis très vite. L'idée, c'est que le source to pay, c'est vraiment tout le cycle du sourcing du fournisseur jusqu'au paiement du fournisseur. Et ensuite, on divise cela généralement en deux grandes catégories. Le source to contract, qui est généralement le travail réel de l'acheteur, et le procure to pay, qui est le travail réel de l'approvisionneur. Parfois, c'est un peu mixé, mais globalement, on va retrouver en dessous de ces deux grandes catégories des étapes claires de sourcing. Donc, dans le source to contract, on a d'abord la définition de la stratégie. C'est là notamment qu'on va intégrer, par exemple, la cartographie des achats, transformer des données en informations, les informations en connaissances. Ensuite, vous allez récupérer, collecter le besoin de vos clients internes, sourcer vos fournisseurs, lancer vos appels d'offres, qu'on appelle les RFX, Request for Quotation, Request for Information, Request for Proposal, etc. Faire vos négociations, signer un contrat et piloter, bien entendu, la vie du contrat avec votre fournisseur. Donc, ça intègre la conformité, la compliance, les risques fournisseurs, etc. Ensuite, de l'autre côté, on a le Procure to Pay, où là, on est beaucoup plus dans l'action transactionnelle, puisque là, vous allez mettre à disposition de vos clients internes des outils en général pour faire soit une expression de besoin, donc une demande d'achat, soit de mettre directement des catalogues en ligne que vous avez sans doute pré-négociés. Et donc, on est au picking, on fait sa transaction, on fait sa demande d'achat. Une fois qu'elle est validée, on la transforme en commande, on réceptionne les biens, les marchandises ou les services, et on gère la facture du fournisseur, voire le cas échéant, les litiges. La grande question, en fait, c'est sur tous ces process, à quel moment soit l'intelligence artificielle, soit les outils d'automation, donc le RPA, est le plus intéressant. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, je ne vais pas tout courir, bien entendu, parce que sinon, on y passerait 2 jours entiers. Mais je vais vous donner, en tout cas, pour moi, ma vision personnelle, les sujets sur lesquels, dès lundi prochain, vous pourriez activer de l'intelligence artificielle dans votre entreprise. Alors, tout d'abord, les avantages de l'IA dans les achats. Je me suis basé sur une étude qui a fait Roland Berger, que j'ai trouvé assez synthétique et tout à fait juste. Je l'ai légèrement adapté, mais on est très proche de ce qu'ils ont imaginé. Le premier point, bien entendu, c'est l'augmentation de l'efficacité. L'efficacité, vu que vous allez automatiser des tâches répétitives, vous allez gagner de précieuses minutes, de précieuses heures, selon le travail que vous allez faire, que vous allez pouvoir focaliser sur d'autres sujets. Ce qui fait qu'on passe au deuxième point, on est sur de l'amélioration de la productivité. Avec l'analyse avancée des données, vous allez pouvoir avoir des stratégies et des connaissances qui vous seront données quasiment sur un plateau et sur lesquelles vous allez uniquement vous focaliser pour ensuite prendre des décisions. Donc, vous allez en fait accélérer énormément le travail amont de recherche, de collecte de données, de mise en forme de présentation, d'agrégation de connaissances pour qu'au final, vous alliez prendre une bonne décision. Vous allez atténuer le risque puisque avec l'automation et l'IA, vous allez pouvoir détecter de manière la plus proactive possible tous les risques
que vous avez avec soit vos fournisseurs, soit votre chaîne d'approvisionnement, voire même en interne. Je pense au stock, par exemple, je pense aux casse machines, bris machines, etc. Donc, y compris les fraudes que l'on peut détecter parfois beaucoup trop tard. Réduction des dépenses. Là, la réduction des dépenses, elle n'est pas humaine, même si elle pourrait l'être, mais si on imagine qu'on est beaucoup plus productif, c'est aussi qu'on va pouvoir attaquer beaucoup plus de sujets achats et donc sélectionner mieux les fournisseurs, trouver de meilleures sources de fournisseurs et gérer beaucoup mieux les contrats. Et quand je dis beaucoup mieux les contrats, c'est ne serait-ce que éviter des renouvellements automatiques parce qu'on a oublié les dates de préavis, appliquer correctement les conditions contractuelles, notamment les remises de fin d'année. Je vois énormément d'entreprises dont les acheteurs négocient des remises de fin d'année. Et puis, soit l'acheteur oublie, soit l'acheteur est parti et les successeurs oublient complètement de réclamer les remises de fin d'année. C'est juste un exemple, mais ça inclut aussi les pénalités, ça peut inclure énormément de clauses contractuelles qui ne sont pas appliquées malgré les avoir négociées âprement à la direction des achats. Cinquième point, l'innovation. Le fait d'avoir une IA va vous permettre en fait de traiter un énorme volume de données que vous n'avez pas le temps de traiter vous-même correctement. Alors que là, vous allez pouvoir, et je vais vous montrer un ou deux exemples également, scruter toutes les nouvelles dans un secteur d'activité. Donc les nouveautés, qui a été racheté par qui, quelle nouveauté il y a dans tel secteur d'activité, dans telle technologie. Et ça vous donnera des alertes précises sur des technologies ou des innovations de process ou autres qui correspondent exactement à vos besoins à vous en interne. Et ça, cette proactivité et ce ciblage en fait que l'intelligence artificielle peut donner, on n'a jamais eu auparavant. Auparavant, on pouvait s'inscrire à des newsletters, on pouvait mettre des filtres, etc. Mais il n'y avait pas cette partie intelligence artificielle qui faisait le filtre pour vous. Du coup, on se retrouvait noyé par des données et on finissait par abandonner parce qu'on n'avait pas le temps de traiter toutes ces données. Dernier point, durabilité et conformité. Le fait d'intégrer des processus d'automation couplés à l'IA réduit énormément les erreurs humaines et finalement aide à appliquer le processus achat, votre politique achat, quelles que soient les catégories d'achat, y compris par exemple des car policy pour gérer les flottes de véhicules. C'est souvent difficile à déployer, etc. Avec les bons outils, une IA au milieu qui aide à la prise de décision, vous limitez sensiblement les risques de non-conformité et vous accédez finalement à un processus beaucoup plus clair pour tout le monde. Donc voilà les 6 avantages clés pour moi de l'intelligence artificielle dans les achats. Alors maintenant, je vous ai dit, je faisais une introduction pour, on va dire, poser le contexte de l'intelligence artificielle. Maintenant, on va rentrer dans le détail avec ce que vous pourriez mettre en œuvre immédiatement et je vais vous montrer comment nous, on le met en œuvre. Alors, je ne ferai pas tourner tous mes robots parce que sinon, à nouveau, on va prendre un temps fou, mais je vais vous montrer dans le détail quels outils j'utilise, combien ça me coûte, quel prompt j'utilise, etc. Après, tout est adaptable, bien entendu, mais ça vous donnera vraiment une vision claire de ce qui est faisable à votre niveau, sans nécessairement être un grand technicien pour la mise en œuvre de ces solutions. Donc, on va en voir 5 et puis je vous en donnerai ensuite une liste d'autres opportunités. Premièrement, on va regarder comment générer une cartographie de ces achats en quelques minutes. Comment sourcer de nouveaux fournisseurs, quel que soit le monde où vous allez sourcer. L'intégration de devis et de factures dans vos outils de manière quasi automatisée. Comment vous mettre en place un assistant GPT pour les acheteurs, donc pour votre direction achat, qui va intégrer, vous le verrez, vos données privées et qui ne sera pas diffusée. On va mettre en place vraiment une intelligence artificielle privée, sans qu'aucune donnée ne puisse fuiter en dehors de votre organisation. Ensuite, on aura de l'enrichissement SRM. Donc, SRM, pour un petit rappel, c'est Supplier Relationship Management. Donc, en gros, c'est le management de la relation fournisseur et comment enrichir finalement toutes les informations fournisseurs que l'on souhaite collecter. Et puis, comme je vous le disais, ensuite, on regardera d'autres opportunités. Allez, on attaque. Ah oui, introduction. Pourquoi je vous dis que vous pouvez le mettre en place immédiatement? Parce que ça coûte très peu cher à mettre en place. Là, je vous montre vraiment les outils que j'utilise au quotidien
et que je vais utiliser dans le cadre des exemples que je vous donne. Alors, j'enlève les Google, on va dire Google Sheet, etc., qui sont un peu du commun. Mais là, je vous montre vraiment des outils liés à l'intelligence artificielle que j'utilise. Alors, premièrement, on parle beaucoup d'OpenAI. OpenAI, ça coûte 20 € par mois et par utilisateur pour la version chat uniquement, ce qui du coup vous limite énormément dans le travail au quotidien. Et ensuite, vous devez utiliser une API qui est facturée à l'usage. En général, ça va vous coûter à peu près 3 centimes à chaque interrogation. Et 3 centimes dès que l'IA vous renvoie une information. Et vous avez pas mal de limitations sur le nombre d'informations que vous pouvez envoyer, etc. Ce qui fait que sur un usage limité, ça ne coûte pas cher du tout. Mais dès que vous voulez l'utiliser, on va dire de manière beaucoup plus quotidienne et industrielle, ça peut coûter beaucoup plus cher, sans forcément avoir plus de valeur ajoutée que les deux autres IA que je vous montre ici, qui sont totalement gratuites et open source. Vous avez Mistral. Pour rappel, c'est vraiment la grosse licorne, la dernière licorne française de l'intelligence artificielle. Ils sont déjà valorisés plusieurs milliards. Et vous avez Llama 2, alors, bientôt Llama 3, qui est opéré par Facebook, qui propose également une IA open source similaire à OpenAI. La grande différence que vous allez avoir entre ces modèles, en fait, c'est la performance en fonction de ce que vous allez leur demander. Il y en a qui sont meilleurs pour le langage naturel, d'autres qui sont meilleurs pour le code, d'autres qui sont meilleurs pour d'autres sujets de tri, de data analyst, etc. À aujourd'hui, qu'on soit clair, OpenAI reste quand même devant les autres IA, notamment open source. Mais au final, pour les besoins que vous avez, il n'est pas nécessaire d'aller prendre forcément la Rolls-Royce quand vous avez peut-être une autre marque qui fonctionne très bien pour votre besoin à vous. Et c'est ce que je vais vous montrer, puisque moi, j'utilise un peu ces trois modèles-là selon le besoin que j'ai. Ensuite, sur l'autre côté de mon écran, vous allez trouver des outils, on va dire, pour la partie infrastructure pure. Alors moi, j'utilise un outil qui est gratuit également, qui s'appelle N8N, qui est un outil de Robotic Process Automation, donc plus généralement, on appelle ça de l'automation, qui permet en fait en no-code, c'est-à-dire sans utilisation de code, de créer des nœuds en fait qui vont automatiser tout votre processus et le relier à une des intelligences artificielles que je vous ai mis sur le côté. Pour info, vous avez beaucoup d'autres intelligences artificielles qui existent sur le marché. Là, je vous montre les trois, on va dire, les plus connus. Vous allez avoir besoin également d'un serveur pour héberger en fait votre N8N et votre intelligence artificielle si vous la prenez en open source. Moi, j'utilise Ionos. Je n'ai pas de préférence. Il y en a des meilleurs, il y en a des moins bons, peu importe. Ça me coûte quasiment rien. Vous voyez, on est sur 4 € par mois pour un serveur pour l'outil N8N. On est à 15 € par mois pour héberger une intelligence artificielle. Donc, on est sur des budgets qui, pour une entreprise en tout cas, sont très largement corrects. Et puis, bien entendu, vous avez besoin d'un ordinateur. Alors, à savoir que la plupart des intelligences artificielles ne fonctionnent pas sur PC ou mal sur PC. Et donc, il est recommandé d'utiliser soit un Mac, soit, si le Mac est trop cher, un Raspberry Pi. En gros, ça doit tourner sur Linux. Donc, un Raspberry Pi, ça vous coûte 200 € pour vous donner un ordre d'idée. Donc, avec un Raspberry Pi à 200 €, un serveur, allez, au total, pour moins de 20 € par mois, et tous les autres outils qui sont gratuits, vous pouvez vous construire votre propre infrastructure d'intelligence artificielle avec de l'automation. Hop, je vois qu'il n'y a pas de questions. J'espère que vous m'entendez toujours bien ou que tout se passe bien. Vous êtes soit très attentif, soit je vous ai endormi. Donc, on va attaquer le premier point, la cartographie des achats avec une intelligence artificielle. Alors là, ce que l'on va faire, la première chose bien entendu à faire, et là, l'IA ne peut pas vous aider, c'est de savoir où se trouve votre donnée. Et parfois, vous avez sans doute beaucoup d'informations dans plusieurs ERP différentes. Et donc, du coup, vous allez galérer à trouver toutes les informations, les collecter, etc. Ça, malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas de magie. Il faut aller voir votre direction informatique. Il faut leur demander d'extraire de la donnée régulièrement de tous vos ERP. Alors, des fois, vous n'avez même pas d'ERP, mais en gros, si vous n'avez pas la donnée de base, vous n'allez pas pouvoir avancer. Premièrement, vous prenez votre bâton de pèlerin et vous allez collecter la donnée. Une fois que vous avez collecté la donnée, par contre, ce qui est très intéressant, c'est que vous n'avez pas la nécessité de la formater sur un format parfait.
puisque c'est l'intelligence artificielle qui va prendre la donnée brute telle que vous la sortez de votre ERP et qui va la retravailler pour vous permettre de faire les analyses que l'on va voir dans quelques instants. Alors, premièrement, on va utiliser, vous voyez sur le côté ici, un outil. Donc ça, c'est issu de N8N que je vous montrerai juste après. Vous voyez, le workflow est très simple en fait. Ce que je fais ici, c'est que j'interroge ma base de données. Je prends ligne par ligne ou par groupe de lignes selon le cas. Je suis les flèches ici. Je l'envoie dans un nœud ici OpenAI, mais ça pourrait être une autre intelligence artificielle. Et je demande à partir de là, en fait, de me catégoriser les lignes de dépenses que j'ai sur des catégories qui me sont propres. Ça, c'est très important. On parle de catégoriser sur votre propre taxonomie. Il ne va pas inventer une catégorie. C'est vraiment votre catégorie qu'il mettra en place. Et ensuite, il va remplir votre base de données avec une catégorie, une sous-catégorie. Alors là, pour le coup, vous êtes vraiment libre parce que l'avantage d'interroger une IA, c'est que vous pouvez lui demander catégorie, sous-catégorie, sous-sous-catégorie, etc. Vous pouvez lui demander de réécrire l'article ou la transaction, de la synthétiser pour que ce soit plus compréhensible par vous, voire même de la mettre dans votre langue si vous travaillez sur des bases de données étrangères, vous avez de l'allemand, vous ne parlez pas allemand, vous lui dites, écoutez, en plus de ça, tu me traduis en même temps ce que veut dire cette transaction. Vous pouvez lui demander en même temps d'enrichir la fiche fournisseur, c'est-à-dire que vous allez dire, sur ce fournisseur, donne-moi son chiffre d'affaires, donne-moi le pourcentage que cette transaction représente sur son chiffre d'affaires à lui. En fait, c'est quasiment illimité les informations que vous pouvez mettre dans un seul node. Et ensuite, hop, ici, en attente, et on refait la boucle jusqu'à qu'on ait fait toutes les données. Alors, bien entendu, selon la taille de votre base de données, ça peut prendre 5 minutes comme 5 heures. Mais l'avantage, c'est que c'est complètement automatisé. Donc, vous appuyez sur un bouton, le soir, vous vous réveillez le lendemain matin, vous partez d'une donnée brute que vous voyez ici, et vous obtenez le lendemain matin, sans avoir rien touché, un tableau de bord complet sur vos dépenses. Et il peut même vous faire une proposition de stratégie en fonction des dépenses qu'il a détectées. Alors, je vais changer d'écran et je vous montre tous ces impressions écran, comment nous, on les intègre dans notre quotidien. Je change d'écran, je vais passer sur celui-ci. Voilà. Donc là, normalement, vous voyez mon écran avec ma base de données. Ici, vous avez une énorme base de données qui est issue de l'ERP d'un client. Alors, j'ai modifié, bien entendu, pour pas qu'on puisse le reconnaître par confidentialité. Vous voyez, c'est une base de données qui est déjà très correcte. Vous avez pas mal de colonnes, vous avez des centaines ou des milliers de lignes à catégoriser. Et ce que je vais faire, en fait, ni plus ni moins, là, par simplification, je l'ai mis sur un Google Sheet. Bien entendu, ça fonctionne en interrogeant directement votre base de données. Vous pouvez extraire des fichiers CSV, vous pouvez le mettre différemment. Là, visuellement, Google Sheet, ça parle à tout le monde. Donc, vous avez votre grosse base de données. Ce qui va nous intéresser, en fait, nous, pour catégoriser les produits, c'est le nom du fournisseur. C'est le nom de fournisseur est là, pardon, ça c'est l'ID. Donc, si j'écarte ici, vous avez le nom du fournisseur. Vous avez ensuite ici le détail de la ligne d'article, donc qui est plus ou moins compréhensible pour les sachants ou les non-sachants. Vous voyez ici, pièces en acier, etc., découpées. Moi, je ne suis pas un spécialiste, j'y connais rien. Par contre, l'IA, elle va faire la comparaison entre tout ce que vous avez dans la ligne d'article, le nom du fournisseur, et puis d'autres informations qui seraient issues de votre ERP. Ici, par exemple, on avait déjà le centre de coût, c'est la sous-traitance, mais on va le donner à l'IA. Ça va l'aider également à se forger une idée sur la bonne catégorie à mettre. Après, vous mettez d'autres informations. Plus vous mettez d'informations, de toute façon, meilleurs seront les résultats et plus vous allez pouvoir demander à l'IA d'enrichir votre base de données. Vous voyez, hop, je passe très vite. Le but, c'est pas que vous appreniez par cœur la base de données. Au contraire, le but, c'est que dans votre cas, jamais vous mettiez les yeux sur votre base de données, mais que vous passiez directement sur la partie cartographie. Et donc, le résultat, je vous le montre. Hop. Hop. Je ne sais pas ce que c'est. Je vais activer. Ici, donc, vous avez
le modèle de cartographie des achats issu de la base de données que je vous ai donnée est catégorisé par l'intelligence artificielle. Donc, je vous montre rapidement ce reporting et puis ensuite, je vous remontrerai également donc, le robot que l'on a mis en place. Ici, on a, vous voyez, 4 pages. Alors, le template, qu'on soit clair, c'est nous qui le faisons au départ. Ce n'est pas l'IA qui nous le génère. Nous, on crée le template, on lui dit qu'est-ce qu'on veut. Et ensuite, au fur et à mesure qu'il remplit la base de données, ça affiche et ça met à jour les graphiques que vous voyez ici. Vous pourriez demander à l'IA de le faire. Jusqu'à présent, moi, je n'ai pas eu de résultat satisfaisant, donc je préfère avoir mon propre template de cartographie des achats et le plugger avec une base de données qui est enrichie. Donc ici, vous retrouvez les filtres qui me permettent de regarder les dépenses selon la date. Vous avez, je peux filtrer sur l'entité que je veux, la région que je veux, le pays. Je peux cibler un seul fournisseur si je veux ou plusieurs, des catégories d'achat et mes sous-catégories d'achat. Et ensuite, tout ça va se mettre à jour. On peut voir toutes les informations sur les dépenses pays par pays. Alors, je ne vais pas vous présenter tous les graphiques, je pense que ça parle d'eux-mêmes. Je vais passer à la page 2 juste pour vous montrer ici où on fait un focus vraiment sur la partie fournisseur. Donc, on voit le Pareto fournisseur, on voit les principaux fournisseurs, les catégories d'achat, les fournisseurs qui sont panel potentiel blacklistés, avec ou sans PO, donc numéro de commande. Je passe à la page 3. Ici, on est sur un focus famille d'achat et sous-famille d'achat, mais surtout famille d'achat principale. On a la famille d'achat, vous voyez, produits semi-finis, matières premières. Ici, on voit le détail en nombre de fournisseurs. Là, déjà, visuellement, on voit que dans l'outillage, il y a 24 fournisseurs. On a un acheteur, on a un réflexe de se dire, outillage 24 fournisseurs, il y a un problème. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir 24 fournisseurs? C'est là qu'on parle vraiment de transformer de la donnée en information. Donc là, j'ai de l'information qui est beaucoup plus claire que mon énorme fichier Excel. Je vais ensuite sur ma 4e page et là, l'IA va me proposer un plan d'économie. En se basant sur les informations précédentes, il va me dire, ben voilà, moi je te propose d'aller travailler sur telle famille d'achat, de mettre tel plan d'action en place. Il peut même vous mettre une timeline, je vous montrerai juste après, et vous construire vraiment votre plan stratégique en se basant sur vos données. Bien entendu, c'est vous qui faites la différence derrière. Mais si je reprends un modèle, vous avez de la donnée brute qui se transforme en information et qui se transforme maintenant en connaissance. Et cette connaissance vous permettra de prendre des décisions et de créer votre stratégie. Et tout ça en 24 heures. Et quand je dis 24 heures, ça peut être beaucoup plus rapide une fois que c'est mis en place. Et 24 heures, c'est le temps de mise en place de A à Z, du moment, bien entendu, où vous avez quand même réussi à collecter votre donnée de base de votre ERP. Je vous montre, on passera sur les autres sujets. Ici, vous voyez, c'est N8N. Et sur N8N, en fait, c'est là que vous allez pouvoir mettre en place, brancher votre base de données. C'est du no-code, aucun code nécessaire. Je regarde quand même si je n'ai pas de questions parce que je ne vois plus comment se fait le lien entre le tableau, la table et le tableau de bord. C'est une très bonne question. Je reviendrai juste après dessus. Donc ici, vous voyez, j'ai relié uniquement ma base de données. Ici, c'est un Google Sheet, donc c'est très simple. Il suffit de me connecter avec mes identifiants Google, de mettre le lien de la fiche de la Google Sheet que j'ai créée, la feuille, et j'ai relié ma base de données. Ça pourrait très bien être une lecture avec votre ERP comme SAP, etc. Ensuite, comme je vous l'ai dit, vous prenez la base de données, vous prenez ligne à ligne vos données brutes, vous les passez dans la catégorisation OpenAI, il vous remplit tout ça, et une fois que c'est rempli, je reviens un peu en arrière ici sur ma base de données, je vais aller à la fin. Ici, vous voyez, j'ai ma catégorie 1, 2, 3, 4. Et en fait, mon intelligence artificielle va me remplir en fait tous ces éléments-là. Vous voyez ici, je vais l'agrandir légèrement. On a ici, par exemple, catégorie 1, éléments de machine. Catégorie 2, éléments de machine, moyens de fixation. On est sur votre, rappelez-vous, on est sur votre taxonomie. Donc, ma taxonomie à moi, c'est celle-ci, enfin pour ce client, mais c'est vous qui définissez votre propre taxonomie et tout se met à jour. Je ne vais pas dire instantanément, mais en fait, c'est rigolo parce que soit vous faites travailler tout seul, soit vous le regardez faire, et quand vous le regardez faire, c'est un peu magique en fait, parce que c'est tellement juste, y compris sur des libellés qui sont du chinois pour vous. C'est-à-dire, vous l'auriez fait vous manuellement, vous n'auriez rien compris, vous n'auriez pas su dans quoi le classifier.
Et bien en fait, l'IA, dans la grande majorité des cas, on n'est pas sur du 100%, qu'on soit clair, mais dans la grande majorité des cas, le fait de combiner toutes ces informations, comme il connaît le nom du fournisseur, alors que vous, le nom du fournisseur, jamais vu, il va vous mettre la bonne catégorie. Donc c'est un peu, moi je trouve ça, je suis un peu comme un enfant quand je le vois travailler parce que j'ai vraiment l'impression que c'est de la magie. Hop. La bonne question que vous aviez, Patrick, c'est comment on fait le lien entre les deux. Bah, là, l'outil que j'utilise, il est extrêmement simple. Hop, je vais vous cliquer sur modifier, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Je relie tout simplement la source du Google Sheet. Hop, vous voyez ici, mon Google Sheet. Je vais faire modifier pour vraiment que vous compreniez comment ça marche. Ce sont des outils gratuits à nouveau, hein. Tout ce que je vous montre là, c'est gratuit. Locker Studio Google, c'est gratuit. Google Sheet, c'est gratuit. La connexion, vous voyez, il vous suffit d'aller ici, Google Sheet, prendre votre feuille qui est ici, elle va s'apparaître parce qu'elle est dans votre compte. La feuille qui correspond, vous connectez, je ne vais pas le refaire parce que sinon il y a tout qui va recharger. Et hop, automatiquement, tous vos tableaux sont là. Et puis quand je clique sur un tableau, ici, il me suffit de choisir la base de données que je veux utiliser. Donc moi, en l'occurrence, mon Google Sheet. Et ensuite, ben, c'est du no-code. Mais bon, il faut rentrer un peu dedans, mais ce n'est pas compliqué. Moi, j'ai formé mes derniers acheteurs sur les dernières missions qu'on a fait de cartographie achat. Honnêtement, en 2-3 semaines, ils m'ont fait des reportings vraiment superbes avec Google Data Studio, Google Sheet et l'IA. En 2 semaines, vraiment, on peut apprivoiser ce type d'outils. Je pense que j'ai fait le tour pour ce sujet cartographie achat. Moi, je trouve ça passionnant de l'utiliser. En plus, je ne suis pas du tout ingénieur. Donc, je ne connais rien au code, je ne suis pas développeur, etc. J'utilise que du no-code pour faire tout ça. Et ça permet vraiment de gagner un temps fou. Et surtout, derrière, tout le temps qu'on gagne, de le travailler sur ce que je vous montre ici. C'est-à-dire travailler sur vos catégories d'achat, sur vos optimisations. Je vais vous montrer d'ailleurs, je vais aller sur ChatGPT, je vais vous montrer un peu ce qu'on a fait ici. Là, c'est juste pour vous montrer que même avec un ChatGPT simple, vous pouvez avoir des résultats très bons. Ici, vous voyez, je n'ai fait que prendre en photo le reporting que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ça, c'est une image que j'ai chargée dans ChatGPT 4 et je lui ai dit un prompt qui est basique. Normalement, il faut faire des prompts un peu plus costauds pour avoir des bons résultats, mais là, une ligne. Tu es un expert des achats B2B, tu dois analyser cette cartographie des achats et proposer une stratégie complète d'optimisation des coûts. Et voilà le résultat qu'il m'a donné. Pour optimiser les coûts dans le cadre d'une cartographie achat, tel que présenté, voici quelques stratégies. L'analyse Pareto, concentrez-vous sur les catégories. Et là, il me dit en particulier les produits finis, matière. Donc, c'est ce qu'il a vu dans mon image. Je ne vous lis pas tout. Hein. Consolidation des fournisseurs. Vous avez une grande variété de fournisseurs pour des catégories similaires. Vous voyez, je n'ai pas besoin d'utiliser mon intelligence pour voir ça. Il me le dit directement. Gestion des fournisseurs blacklistés avec une présence significative de fournisseurs sur la blacklist. Il est crucial d'établir un plan de gestion des risques. Transactions avec ou sans mot de commande. La proportion élevée de transactions sans PO. Je vous rappelle un peu ce qu'il a lu. Hein. Hop, pour me faire sortir ça, je lui ai donné que cette information-là. C'est-à-dire qu'il a lu ce graphique et l'information qui est dedans en me disant, et les gars, 34% de commandes sans numéro de commande, c'est pas bon. Termes de paiement fournisseur, revoir et potentiellement standardiser les termes de paiement pour améliorer le flux de trésorerie. Localisation des fournisseurs, ça aussi c'est assez fort je trouve. Localisation des fournisseurs, il l'a lu sur la map. À aucun moment ici, il y a écrit la localisation des fournisseurs, un petit peu ici pour les 8 premiers. Sinon, il a lu la map. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chiffre, il n'y a rien. Il a vu où se situaient les fournisseurs. Moi, ça m'épate à chaque fois. Je suis désolé, peut-être que je suis un peu naïf, mais je trouve ça très fort. L'analyse géographique des fournisseurs révèle une concentration en Amérique du Nord. Pour les catégories à forte dépense, envisager une diversification géographique pour réduire les risques. Évaluation continue, mettez en place un système d'évaluation et de revue continue, optimisation des stocks, analyser les niveaux de stock pour chaque catégorie produit, etc. Et là, comme je voulais aller plus loin, j'ai dit, bon, c'est super. Maintenant, propose-moi un diagramme de Gantt avec le plan d'action que je dois suivre pour atteindre ces stratégies. Et voilà ce qui m'a sorti. Il m'a fait un graphique tout seul. Là, c'est lui qui l'a fait. Hein. Ce n'est pas une image que je vous mets. Je ne vais pas dire que c'est du live parce que je l'ai fait avant pour aller plus vite. Mais je trouve ça top. Il m'a dit, il a pris la date d'aujourd'hui, vous voyez. Il m'a dit, voilà, tu vas commencer en février. Une analyse Pareto.
Ensuite, sur 30 jours, tu vas travailler sur la consolidation de fournisseurs, puis sur le risque fournisseur, standardisation des PO, négociation des termes de paiement, etc. Et il m'a booké mes 6 prochains mois de plan d'action. Et puis après, j'ai arrêté. Mais ça vous donne un ordre d'idée, entre guillemets, de la puissance qu'on peut avoir et du temps que l'on gagne dans la réflexion. C'est-à-dire que j'ai aucun doute sur le fait que ces idées-là, des acheteurs les ont. J'ai aucun doute. Les acheteurs juniors, peut-être un peu moins. Mais par contre, le fait que vous partiez directement de cette information-là, du jour au lendemain, alors qu'avant, il fallait passer par tout le processus initial de collecte de données, traitement des données, nettoyage de données, faire la cartographie, graphique, le reporting, trouver des idées, etc. Là, vous avez directement le plan d'action et à vous ensuite d'être adapté, bien entendu. Et c'est là que l'humain et l'acheteur rentrent en jeu et va apporter toute sa valeur ajoutée. Et c'est là qu'on trouve la limite de l'IA parce que l'IA, c'est du yaka faucon. C'est il n'y a qu'à faire ça pour avoir le résultat. Et puis vous allez dire, il n'y a qu'à faire ça, mais mon directeur, il ne veut pas. Mon chef de chantier ne veut pas, et c'est là que l'humain rentre en jeu pour faire passer le changement. C'est un autre sujet, mais je pense que les acheteurs savent de quoi je parle. Allez, le temps file très vite. Je pense que j'aurai même pas le temps de tout vous présenter, et j'ai prévu tellement de choses. Je vais passer sur un autre slide. Donc on a vu la carto, on y reviendra à la fin pour les courageux qui restent avec moi. Le sourcing de fournisseurs, ça va aller un peu plus vite. L'idée, c'est que vous pouvez utiliser les intelligences artificielles et ChatGPT en premier, n'allez pas chercher très loin, pour sourcer des fournisseurs. Vous voyez ici, j'ai demandé à ChatGPT, trouve-moi les 10 plus gros fabricants de palettes en bois autour de Bordeaux. Je veux les éléments suivants, le nom, la ville, le site web, et la langue doit être en français, parce qu'il a tendance à vous répondre en anglais, donc je lui demande. Voilà le retour que j'ai eu. Il m'a trouvé les fournisseurs donc autour de Bordeaux de palettes. C'est quand même assez ciblé. Il me donne le nom de la société, la ville, le site web. Là, vous voyez, je vous ai mis les 7 premiers, ça peut continuer, et puis vous pouvez lui poser encore plus de questions pour affiner. La seule limite que vous allez avoir avec OpenAI, donc ChatGPT, c'est qu'il est configuré pour ne pas vous donner de contact physique. C'est-à-dire, il ne vous donne pas l'email du commercial, le nom du commercial, etc. D'autres IA le font, mais bon, c'est pas forcément nécessaire, je trouve, à ce niveau-là. Ça sera mieux plus tard, mais c'est pas encore le cas. Le simple fait d'aller chercher localement, vous voyez, tous ces fournisseurs, d'avoir directement leur lien web pour les sourcer, vous allez sur un site web, ça serait bien malheureux que vous n'ayez pas le contact. Là, je vous ai pris un exemple, je ne sais pas s'il est simple ou pas. Il faut imaginer que OpenAI, ça a été créé par des Américains aux États-Unis sur une base de données mondiale. Il arrive quand même à me sortir des petits fournisseurs de palettes autour de Bordeaux. Donc, je suis convaincu qu'il peut vous sortir également des fabricants de technologies en Chine ou ailleurs avec une certaine facilité, pas complètement bien entendu, mais une certaine facilité. Et puis, un autre point très important, c'est que vous allez pouvoir, si vous ne vous focalisez pas que sur ChatGPT, vous allez pouvoir rajouter de l'information avec des bases de données B2B, avec vos propres bases de données internes. C'est-à-dire que n'oubliez pas qu'une IA, vous pouvez lui faire ajouter des bases de données privées. C'est ce qu'on verra juste après. Vous pouvez donc amener de l'information complémentaire à celle qu'elle a déjà par défaut, on va dire, dans son fonctionnement. La base de données de ChatGPT est arrêtée à 2021, n'est-ce pas? C'est plus le cas. Elle a été mise à jour jusqu'à mai 2023. Donc maintenant, quand vous êtes sur ChatGPT 4, en tout cas, 3.5, je ne sais pas, mais 4, les données vont jusqu'à mai 2023, ce qui vous donne beaucoup d'informations. Et puis, on a eu là donc l'annonce de Sam Altman qui annonce, je ne sais pas quand exactement, mais ChatGPT 5, ça va être à mon avis assez impressionnant quand on voit ce que fait le 4 déjà. Et le 5, du coup, aura sans doute une mise à jour encore plus récente, peut-être même fin 2023, début 2024. Donc, on est quand même sur des données qui sont récentes. Hein. C'est-à-dire que moi, quand je lui parle, il me parle très bien de l'impact du Covid sur l'économie, etc. L'intégration, là, c'est un petit module que l'on a créé. Ça nous a pris moins d'1 heure à créer, mais qui nous a facilité la vie énormément. C'est l'intégration des devis et des factures dans SourcingForce, donc dans notre outil de Source to Pay. Là, l'idée, en fait, c'est qu'on charge
en automatique. Alors là, je vais vous faire une petite démo manuelle, mais l'idée, c'est que ça charge en automatique. Ça prend un email, ça prend la pièce jointe de l'email, ça l'envoie dans une lecture OCR, ça extrait toutes les données. Et ces données sont, on récupère dans ces données toutes les lignes de commande, toutes les lignes qu'il y a dans le devis ou la facture, avec le montant hors taxe, le détail, etc. C'est ce que je vous mets ici, de manière complètement automatisée. Donc, zéro intervention humaine, mis à part, bien entendu, qu'on met quand même quelqu'un derrière pour relire, parce que, des fois, il y a des devis ou des factures qui sont un peu complexes à extraire, mais ça nous lit honnêtement facilement 60 à 80% des documents. Je fais une rapide pause pour voir la question. Voici une liste de fournisseurs de PLV. Je ne sais pas ce qu'on m'a copié là, mais ça fonctionne effectivement. Ah oui, d'accord, c'est ça la conclusion. Merci Christophe. Et BP, je ne sais pas votre nom, mais BP, quel est le niveau de confidentialité sur l'intègre des données dans ChatGPT? C'est une excellente question que je traite juste après. Donc ça, je vous fais une démo déjà sur cette partie-là. Vous allez voir, c'est assez rigolo. Hop, je change à nouveau mon écran. Je vais revenir là-dessus. Partager. Voilà. Ici, vous voyez, on a fait un petit module. Donc ça, c'est mon directeur IT qui l'a fait. Là, pour le coup, c'est pas moi qui l'ai fait. Moi, je l'ai fait sur N8N, je vous montrerai. Lui, il l'a fait pour l'intégrer dans Sourcing-Force. Donc ici, je vais choisir un fichier. Hop, j'en ai préparé deux. Là, j'ai préparé un devis, une facture. Par exemple, ici, vous avez une facture. C'est un ordinateur que je me suis offert cette année. Un MacBook Apple avec la référence. Le montant hors taxe 1715,83. C'est ce qui m'intéresse. Donc, je le sélectionne. Je le mets ici. Je soumets. Quand ça le soumet, ça va extraire le contenu du PDF. Ça va interroger, là, en l'occurrence, OpenAI. Et ça va me donner le résultat ici. Vous voyez, on a mon MacBook, la référence du MacBook, le MacBook avec la ligne d'article, la quantité commandée, le prix unitaire hors taxe, puisque c'est ce que je lui ai demandé. Je n'ai pas demandé la TVA, j'ai demandé que le montant unitaire hors taxe, et il me donne le total. Je vais vous donner un autre exemple avec du multiligne cette fois-ci. Vous voyez, on a une facture, un devis, ici, avec un tournoi e-sport, 3 équipes, forme championnat, blablabla, 700 €, quantité 1. L'accueil, petit déjeuner, un café, du thé, etc. 6 € pour 14 personnes, j'imagine. Et les boissons par personne, 3 €, 42 boissons. Ça va picoler. Hop, je le prends, j'envoie, je soumets. De la même manière, j'extrais la donnée du devis et je demande à OpenAI donc de me sortir tout ce qu'il peut trouver en termes de lignes. Hop, voilà, en quelques secondes, là c'est du live. Il me met tournoi e-sport, 3 équipes formées championnat, 10 heures, etc. Ce qui est bien aussi, moi je trouve, c'est qu'il me reformule les lignes d'article proprement. C'est-à-dire qu'ici, il me donne un truc qui est plus compréhensible, potentiellement, pas toujours, mais je trouve plus compréhensible que parfois ce qu'il y a sur les devis. Une en quantité, 700 en prix. Ici, accueil petit déjeuner, 14 unités, 6 € par unité. La boisson par personne avec une bière et un soft, 42 boissons, fois 3 €. Et j'ai mon total hors taxe qui ressort également. Donc là, dans notre métier où on reçoit énormément de devis chez Buy Me Easy et on traite énormément de factures fournisseurs, ça va nous faire gagner un temps énorme, sachant qu'aujourd'hui, tout ça est saisi quasi manuellement, voire à 100% manuellement chez nous. Donc voilà, pour ça, pour le coup, c'était un petit module, mais ça, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en quelques minutes dans votre entreprise ou même à titre perso. Imaginez, vous avez des offres fournisseurs que vous recevez. Là, elle est directement mise en forme, il n'y a rien à faire. On est en train d'ailleurs de développer un petit module de demande de devis fournisseurs dans Sourcing Force où les fournisseurs remplissent tout ce qu'ils veulent, soit ils remplissent manuellement, soit ils mettent leur devis PDF directement et on ressort en fait tout l'intérieur de leur devis ici. On les classe ensuite automatiquement. On les compare en fait automatiquement d'un fournisseur à un autre. Hop, je reviens sur un petit presse. Voilà. Donc là, on était donc petite démo sur l'intégration des devis. Donc vous voyez, import à partir d'email reçu ou de scan, intégration dans votre ERP, procure to pay, comptabilité, choix du format de sortie. Ensuite, le chatbot
pour les acheteurs. Donc ça, c'est un truc aussi rigolo que je me suis installé sur mon ordinateur. Et c'est là que je vais répondre à la question qu'on vient d'avoir là, sur savoir est-ce que les données sont privées et qu'est-ce qu'on fait finalement d'OpenAI, qui est une boîte privée et qui peut collecter vos données privées ou vos données d'entreprise. Eh bien, l'idée, c'est que en fait, vous créez un chatbot pour vos acheteurs, donc pour votre équipe achat. Vous imaginez donc un assistant qui connaît tous les achats, c'est-à-dire que vous lui donnez toutes vos procédures achats, les meilleurs bouquins que vous aimez. Alors, dans les meilleurs bouquins, je vais en citer un, c'est les fiches outils des achats. C'est le meilleur juste parce que je l'ai écrit. Il est publié chez Erol. Vous prenez ça en PDF, vous le chargez dans votre base de données votre IA va vous répondre à la fois sur sa donnée qu'il a par défaut, plus les données complémentaires que vous allez lui donner. Et là, l'idée, c'est que vous allez être sur une IA self-hosted, c'est-à-dire hébergée, j'aurais dû le mettre en français d'ailleurs, une IA hébergée avec vos informations privées. Et pourquoi je vous dis de travailler là-dessus? C'est parce que OpenAI, c'est très bien, c'est très puissant, mais vos données sont entre guillemets publiques. C'est-à-dire qu'OpenAI a accès à vos données, à vos chats. On a même vu au début du lancement d'OpenAI des hacks, c'est-à-dire des pirates qui arrivaient à récupérer vos chats dans le chat GPT. Tout ça parce que c'est hébergé sur le cloud, parce qu'ils développent très vite et ils n'assurent pas nécessairement toute la sécurité que l'on veut. L'autre point, c'est qu'au final, c'est un coût relativement élevé. Alors, bien entendu, on ne parle que de 20 € par mois par utilisateur, mais si vous avez 300, 400, 1000 personnes dans votre entreprise, ça commence à faire très cher pour une intelligence artificielle qui n'est pas dans OpenAI hyper spécialisée dans votre métier et sur lequel, en plus, vous n'avez sans doute pas envie de partager toutes vos dépenses fournisseurs, toutes vos procédures achats, etc. Du coup, ce que l'on met en place, c'est on utilise des intelligences artificielles open source, c'est-à-dire qu'on télécharge l'intelligence artificielle avec toutes ces données et on l'installe sur un serveur interne à votre entreprise, que ce soit du cloud ou pas, peu importe. Ça peut même être sur votre propre ordinateur. Moi, c'est ce que j'ai fait à titre personnel. Je l'ai installé sur mon ordinateur. Et là, donc, il n'y a aucune personne de l'extérieur qui peut voir ce que vous faites avec votre chat. Vous voyez, je vais faire une petite démo juste après, mais vous voyez ici une impression d'écran. Moi, j'utilise Llama 2 et Mistral. À nouveau, il en existe plusieurs. À mon sens, ce sont quand même les deux meilleurs à aujourd'hui, en open source du moins, qui garantissent donc la confidentialité et qui sont gratuites. Ils sont 100% gratuites. Ça vous coûte zéro, sauf le coût du serveur. Et bien entendu, le gars qui va venir vous l'installer, si vous ne savez pas le faire vous-même. Donc du coup, hop, à nouveau, je vous montre en live ce que ça fonctionne, ce que ça fait sur mon ordinateur, partager. Voilà, vous voyez ici, j'ai chat with Llama. Ici, vous pouvez choisir votre modèle. Moi, je m'en suis créé plusieurs, on n'est pas obligé d'en avoir plusieurs. Ici, c'est Llama 2 par défaut. Là, je lui ai demandé, propose-moi une étude de marché sur les palettes bois en France. Pourquoi je me focalise sur les palettes? J'en profite de faire une seconde de publicité. On a lancé un nouveau business qui s'appelle Flat Cargo, qui vend des palettes dans toute l'Europe. Donc, si vous êtes une industrie et vous avez besoin de palettes ou de transpalettes, tout ce qui est lié un peu à ce transport, packaging, box, etc., allez sur flatcargo.com et vous aurez une personne de notre équipe qui vous répondra. Voilà, passage publicitaire terminé. Ici, je lui demande une étude de marché. Alors, je lui demande de me répondre en français, mais il me répond quand même en anglais. Il y a les limites un peu de ces IA, c'est qu'elles sont faites par des Américains. Même Mistral, d'ailleurs, qui est français, répond essentiellement en anglais, même si c'est un peu mieux pour le français. Et ici, il me donne, vous voyez, la taille du marché, la croissance 2020-2025, la taille du marché en France, parce que j'ai demandé pour la France, l'évolution que ça devrait avoir en 2025. Je ne vais pas tout vous lire, mais les tendances de marché, les acteurs clés. Donc là, vous avez le nom notamment de fournisseurs les plus importants dans cette zone. L'application principale des palettes sur le marché français, les régions qui fabriquent le plus de palettes, donc voilà, le Grand Est, la Normandie, l'Île-de-France, la Bourgogne, le Pays de la Loire. Après, il faut vérifier ces données, bien entendu, ça reste quand même une intelligence artificielle et parfois elle peut inventer des informations, mais ça ne m'a pas semblé déconnant. Ici, moi, je me suis même créé un chatbot enrichi avec de la donnée acheteur. Je l'ai acheté acheteur 1. En fait, c'est également basé sur Llama 2, mais je lui ai donné en plus des bases de données complémentaires que moi, j'utilise pour améliorer la recherche. Et donc là, il va me donner plus d'informations. Vous voyez, il me donne le nom des principaux acteurs dans ce domaine-là,
Il me donne des informations plus précises. Bon, à nouveau, il faut creuser. Je ne dis pas que c'est parfait, mais il faut imaginer que si vous commencez à entraîner votre IA, à lui donner de l'information, des données, etc., et qu'en plus, vous êtes sur une plateforme, comme je vous le montre ici, qui est fermée, qui est cloisonnée, c'est-à-dire que vous ne donnez pas de l'information en externe, mais vous allez pouvoir enrichir votre modèle en permanence et avoir systématiquement des informations de plus en plus avancées pour améliorer vos stratégies. Voilà pour cette petite chatbot qui m'a beaucoup amusé ces derniers jours. Hop, et je continue. L'enrichissement SRM. Et ben on va répondre d'ailleurs à la question de Quentin. Peut-on avoir le lien Internet de ces IA? Ah oui, ça, je vais vous le donner, mais c'est très facile. Vous tapez Ollama, O-2-L-A-M, sur Internet. Vous allez tomber directement sur Ollama. C'est peut-être ollama.com ou autre, mais vous allez tomber directement dessus. Moi, c'est mon fils de 14 ans qui m'a tout installé. Juste pour vous dire un peu la facilité. J'ai mon fils qui bosse avec moi, qui adore ça. Il m'a installé ça sur mon ordi. Il m'a installé les serveurs, etc. Voilà, 14 ans. Donc je ne dis pas dans quelques années à quel point je serai largué. Et eux, au contraire, auront une avance spectaculaire dans ces technologies. Ici, par contre, ce que l'on fait, ça c'est moi qui l'ai fait. Quand c'est du no-code, je sais faire sans problème. C'est que je vais enrichir en fait ma base de données SRM avec de la donnée externe. Donc là, en fait, je vais aller ce qu'on appelle scraper de la donnée sur des sites internet, sur des bases de données externes. Et donc, dans ce cas-là, en fait, je vais aller lui demander d'aller sur un site internet. Donc ici, c'est Madines, mais peu importe, vous pouvez aller sur n'importe quel site internet, vérifier que vous en ayez l'autorisation. Certains sites ne l'autorisent pas. On récupère la donnée et on l'envoie dans OpenAI et il nous en fait un résumé ou bien il nous la met sous le format que je veux pour l'intégrer correctement dans ma base de données SRM. L'idée, en fait, c'est d'enrichir vos données pour faire de l'analyse prédictive, donc sur la performance fournisseur, l'optimisation en temps réel des relations fournisseurs. Imaginez que vous ayez une alerte en permanence sur les différentes actualités de votre fournisseur. Le fait qu'il se fasse racheter ou le fait qu'il soit en liquidation, peu importe la raison, vous avez l'information qui est collectée avec de l'automation, qui est ensuite, avec cette automation, en anglais c'est curated, qui est, j'ai oublié le terme en français, mais en gros qui est analysé, qui est nettoyé par l'intelligence artificielle pour vous en faire une synthèse et vous mettre une alerte par priorité d'alerte, etc. Intégration des feedbacks et des évaluations. Donc imaginez que vous demandez à tous vos clients internes de répondre, l'IA va tout récupérer. Qui est assez mis. Merci Anna. Détection automatisée des opportunités d'innovation. De la même manière, vous allez mettre des alertes sur certaines technologies, sur certains fournisseurs, etc. Et il faut que vous soyez les premiers à aller capter ces informations. Par exemple, en ce moment, on parle beaucoup de la fameuse pile quasiment infinie qu'a fait une start-up chinoise à base d'uranium, je crois. À mon avis, il y en a beaucoup qui doivent se jeter dessus. Ça a la taille vraiment d'un... C'est minuscule, ça fait, je crois, 4 cm par 4 cm et même pas 1 cm d'épaisseur. Gestion des risques et conformité, communication améliorée dans le sens également où votre IA va vous pré-rédiger vos emails, vos réponses, etc. Et vous n'aurez plus qu'à les optimiser si ça ne vous semble pas cohérent, sachant qu'en plus, dès que vous l'optimisez, il va apprendre votre propre langage personnel pour que la fois suivante, votre email corresponde de mieux en mieux à la manière dont vous écrivez vous personnellement. Et bien entendu, ça vous crée des tableaux de bord personnalisés pour avoir des alertes, des rapports visuels. Et à nouveau, gardez en tête, on prend de la donnée brute, on la transforme en information, cette information, on la transforme en connaissance, et cette connaissance, on l'utilise pour prendre des décisions. Alors, dans les autres opportunités, là, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que déjà, je vois qu'on va dépasser largement un peu le thème de ce webinaire, mais gestion des contrats, analyse automatique de vos documents juridiques, identifier les opportunités d'économie, les RFA, les pénalités, les dates, etc. Gestion des risques fournisseurs, l'intelligence artificielle donc pour surveiller, identifier les risques potentiels, que ce soit des risques financiers ou dans l'actualité web, donc vous allez collecter de l'information externe. L'IA dans les logiciels achats, donc c'est ce qu'on est en train de faire. Si vous cherchez un outil e-achat, je vous invite à aller regarder Sourcing Force. On essaye vraiment d'accélérer beaucoup et d'intégrer l'IA dans pas mal de modules
de notre solution Source to Pay. La révision, l'approbation, l'intégration, comme vous l'avez vu, de devis ou de factures avec lecture automatique. L'automatisation des comptes à payer. Alors, c'est plus le côté comptable, mais l'idée, c'est vraiment, vous avez votre facture, vous avez votre commande, ça matche correctement. Où il y a des questions, l'IA va faire un premier screening et va activer le bon à payer. Alors, ça ne paye pas directement, bien entendu, mais ça vous met en forme tout ce qui est nécessaire pour avancer. Alors, pareil, je vais vous faire un dernier partage d'écran pour vous montrer comment je travaille sur l'automatisation. Ça vous donnera un peu aussi la manière. Vous voyez, je suis sur N8N toujours. On a vu celui-ci tout à l'heure qui est la cartographie des achats. Celui-ci, ça recharge. Alors, celui-ci, vous voyez, il m'aide à créer des rapports. Par exemple, ça peut être des rapports d'appel d'offres, ça peut être des études de marché ou ça peut être des articles sur un sujet précis. L'idée, pareil, je me suis mis un petit fichier Google Sheet. Je vais vous le montrer tout de suite. Et là, je lui demande, vous voyez, tu me fais une étude de marché sur les palettes Oro en bois. Et là, je vous le montre prompt. Tu es un acheteur expérimenté pour une grande entreprise en France et tu, on va l'écrire en plus, et tu présentes une étude de marché sur le marché des palettes en bois Oro en Europe. Voilà, quelle est la nature du marché, quelle est la taille et le poids de l'économie, quels sont les consommateurs du marché, les concurrents, etc. Ensuite, j'ai dit, tu me rédiges ça en français, tu me fais un article qui a une taille courte, moyenne ou longue, et tu me mets le résultat derrière. Alors, soit tu me mets le résultat derrière, soit, je vais vous montrer ici, tu me le mets dans un Google Doc. Et là, en fait, vous voyez, dans ce workflow, ça s'appelle un workflow dans N8N, vous avez l'article. Ici, vous avez une boucle quand il y a plusieurs articles à générer. Ici, le switch, c'est juste pour dire à mon automation si je veux un article court, moyen ou long. Et ensuite, il me génère, il va prendre les mots-clés, il va scraper Google, donc pour récupérer les 10 premiers résultats de Google et tous les résultats des 10 meilleurs résultats de Google. Il va m'en faire un résumé. Il va me créer un titre à mon rapport. Il va me créer les parties de mon rapport. Et ensuite, ici, on va tourner en boucle pour créer les différentes parties du rapport. Donc, dans mon cas, je lui ai dit, si c'est un article court, tu me fais 3 parties. Si c'est un article moyen, tu me fais 6 parties. Si c'est un article long, tu me fais 9 parties. Donc, si c'est un article long, il va tourner 9 fois, il va faire mes 9 parties. Et ensuite, il va faire mon intro, ma conclusion en fonction de tout ce qui a été rédigé. Une FAQ. FAQ, c'est Frequently Asked Questions, donc c'est les questions fréquentes. Et une métadescription, en gros, c'est une petite synthèse de ce dont on va parler le rapport. Hop, ça mouline et ça m'envoie le rapport directement terminé dans mon Google Doc. Je peux regarder d'ailleurs s'il me l'a fait, je ne sais plus si je l'ai lancé. On va voir. Ouais, vous voyez, ici, on a analyse du marché des palettes Oro en bois. Et ici, j'ai mon rapport avec toutes les informations sur ce marché. Il fait quand même 7 pages le truc, donc faut trier, hein, qu'on soit clair, c'est pas du parfait, mais ça évite de partir de la page blanche quand on a un gros travail de recherche à faire. Ça, c'était pour la génération d'articles. Donc, vous voyez, là, on est quand même sur un workflow qui est déjà un peu plus costaud. Ici, on est sur quel... Là, c'est un chatbot, en fait. Donc là, c'est un chatbot, par exemple, qui va aller taper des informations dans Wikipédia, qui utilise, là, je l'ai branché à Llama, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur OpenAI. Donc là, je discute avec ma propre base de données, ma propre IA privée que j'ai installée sur mon serveur. Donc là, ça me permet en fait de rajouter des données complémentaires privées sans les envoyer à OpenAI. Ensuite ici, alors là, c'est pour m'aider à générer des posts LinkedIn. Donc, vous voyez, je vous montre un peu en transparence. L'idée est très simple, un peu de la même manière. Quand j'ai une idée qui me passe par la tête, j'écris ici un petit résumé du post que j'ai envie d'écrire et la langue que je veux pour ce post, le ton que je veux utiliser, le funnel de conversion, donc top, medium, bottom of the funnel, donc c'est un peu des termes un peu marketing, l'approche que je veux avoir. Est-ce que mon post est une image, une vidéo, un article, un social post? Ensuite, je lui donne 2 templates que j'aimerais qu'il utilise pour ce post. Vous voyez, j'ai plusieurs templates, je vous montrerai juste après. J'en sélectionne 2, je peux en mettre plus. Et après, lui, une fois qu'il aura généré l'automation, il me créera un Google Doc. Je vous montre un que j'ai fait, je ne sais pas de quoi ça parle. Et là, il me sort, en fait, voilà, j'ai donné mon prompt.
Et ici, il va me donner la première idée de post LinkedIn, la deuxième idée de post LinkedIn. Et ici, en fait, c'est moi qui lui crée les templates de post LinkedIn. Donc, je lui donne en fait un modèle. Je lui donne ensuite le modèle en action pour qu'il voie de quoi je parle, la tête que j'aimerais que ça ait à la fin. Et là, je lui en ai créé une petite dizaine, je pense. Là, il y en a 12. Enfin, 11 du coup, puisqu'il y a une en tête. 11 modèles que j'enrichis en permanence. À nouveau, hein, qu'on soit clair, je ne diffuse jamais de l'information brute issue d'une intelligence artificielle. Je la relis systématiquement et je l'améliore systématiquement. Parce qu'il peut y avoir beaucoup de bêtises parfois. Et puis en plus, j'ai envie d'y mettre ma touche personnelle et c'est pas un travail full automatique. Voilà pour celui-ci. Je regarde un peu, voilà, le modèle est simple, hein, mon Google, une boucle. Il me crée d'abord un Google Sheet. Ici, je lui mets le prompt. Je ne vous ai pas montré d'ailleurs le fonctionnement des prompts. Dans OpenAI, en l'occurrence ici, vous avez un prompt assistant. L'assistant, en fait, vous lui dites qui il est. Vous donnez son rôle, en fait. C'est un peu comme une pièce de théâtre. On va vous donner votre rôle. On dit, voilà, vous êtes un acheteur d'une grande entreprise, etc. Vous lui dites comment il va fonctionner. Et ensuite, vous lui dites, voilà, maintenant que tu as ton rôle, voilà l'action que tu vas faire. Donc, je veux que tu fasses, voilà, analyse le contenu suivant. Là, je lui mets le contenu qui est issu du Google Sheet, etc. Et ça fonctionne comme ça, en fait. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Vous pouvez faire ça vraiment à l'amusant pour vous amuser. Il vous met le contenu qui sort de l'IA dans votre Google Sheet, Google Doc, et il vous met l'ID dans le Google Sheet. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? J'ai presque terminé. Commencez à préparer vos questions si vous en avez d'autres. Ici, traduction à la volée. Oui, des fois, j'ai des besoins de traduction. Mais en fait, tout simplement, maintenant, j'utilise OpenAI pour faire certaines traductions. Parce que l'avantage de la traduction avec OpenAI, c'est que non seulement il va vous le traduire, mais il va vous interpréter le texte initial et il va vous le traduire dans un contexte que vous lui donnez. C'est pas de la traduction mot à mot, c'est pas de la traduction avec des mots bizarres qui ressortent parce que même des bons traducteurs, des fois, la formalisation des phrases ne convient pas tout à fait. Là, l'avantage, c'est que non seulement il me le traduit, mais en plus, je peux lui donner la tonalité dans laquelle je veux qu'il le traduise. Mon métier, il va regarder en fait le rôle que je lui ai donné pour adapter finalement la traduction telle que moi j'ai envie qu'il le traduise. Ensuite, un autre exemple. Alors là, ça c'est lié en fait à ce que je vous ai indiqué sur la lecture des PDF. Là, en fait, c'est le workflow qui va lire une boîte Gmail. Donc, je lui branche en fait un compte Gmail, un compte email Gmail. Je vais avoir une boucle donc, sur tous les emails qu'on reçoit au fur et à mesure. Je vais lui demander est-ce qu'il y a une pièce attachée à cet email. S'il n'y en a pas, je le prends pas en compte. S'il y en a, je le prends en compte. Est-ce que la pièce attachée est un PDF? Si ce n'est pas un PDF, je le prends pas en compte. Si c'est un PDF, je lis le PDF. Je prends le texte du PDF. Si j'ai un problème en lisant le PDF, du coup, ou que le PDF est beaucoup trop gros, je l'exclus de la boucle. Si c'est bon, je l'envoie dans mon OpenAI. Et dans mon OpenAI, pareil, tu es un ERP achat, vous voyez, je lui dis que voilà, tu es un logiciel cette fois-ci. Tu vas recevoir les demandes de devis par email pour nos clients contenant leurs demandes d'achat. À partir du contenu de l'email et du PDF, tu complètes les champs suivants. Et voilà, je ne vais pas tout vous lire. Je lui donne tout mon prompt. Ici, je lui donne le contenu de l'email, donc le titre de l'email, le contenu de l'email et le contenu du PDF. Et hop, il va me sortir les informations dont j'ai besoin que j'intègre directement dans SourcingForce en l'occurrence, ou dans mon ERP comptable, en fait, selon que c'est une facture ou une demande de devis. Voilà un autre exemple d'utilisation, pas très compliqué à mettre en œuvre. Vous voyez, à nouveau, on est sur du no-code ici. Donc, c'est compliqué en soi, mais c'est du no-code, quoi. Faut pas être développeur informatique. Et je pense que c'est un des derniers que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors, je vous l'ai déjà montré dans un des slides, c'est l'enrichissement. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, vous voyez, je prends un site internet, Madines, hop, je récupère, donc je scrape pour les termes un peu techniques, c'est-à-dire je récupère les informations de la page, je les mets en forme. Là, dans ce cas-là, je vais sur plusieurs niveaux de page parce qu'il y a une première page qui me renvoie vers une autre, puis vers une autre, donc il y a 3 niveaux. Je l'envoie dans OpenAI, il m'enrichit ma donnée, et ensuite je peux enrichir mon SRM, donc mes fiches fournisseurs à partir d'informations de contenu dans ces sites internet. Ça, je vous l'ai montré.
Et ça, je vous montrer. Voilà. Je reviens sur mon slide. Je vais vous montrer, je pense, voilà, tout ce que je voulais partager ou une grande partie. Voilà. Et voilà. Bah, écoutez, j'ai fait le tour de ce webinaire. On va passer aux questions-réponses. Pour ceux qui sont intéressés pour aller plus loin, je propose du coaching, je propose des formations, on propose des intégrations avec tout ce que je viens de vous montrer. On est des passionnés, mais on est aussi une entreprise avec des équipes hyper compétentes dans ces domaines. Donc, si vous avez un projet, si vous voulez creuser ce sujet-là, bah, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter nos équipes. Et on serait ravis vraiment de vous de creuser, d'avoir des idées. Je pense que notamment la partie cartographie achat, on peut faire des choses superbes pour des budgets vraiment très quelques milliers d'euros, à mon avis, suffisent pour mettre en place ce que je vous ai montré là. Vraiment, récupération des données, transformation des données, mise en place d'un reporting en temps réel et proposition de stratégie achat. Merci beaucoup. À très bientôt.